Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau chapitre qui porte sur la génération de code avec le langage Xtend. Nous allons commencer par une introduction sur la génération de code, puis on va introduire les expressions templates offertes par le langage Xtend. On verra par la suite comment on peut implémenter un générateur de code avec le langage Xtend, et puis comment ce générateur de code sera intégré avec l'environnement Eclipse. Et finalement, nous allons voir comment peut-on produire un générateur de code et bien sûr un compilateur autonome, c'est-à-dire qu'on peut exécuter indépendamment de l'environnement Eclipse. Dans ce chapitre, nous allons voir comment implémenter un générateur de code associé à notre DSL, c'est-à-dire au DSL objet que nous avons déjà défini. Et cela en utilisant les expressions templates offertes par le langage Xtend. Ce que nous allons faire, c'est tout simplement d'associer à chaque objet défini au niveau de notre DSL, lui associer une classe Java. C'est-à-dire que notre générateur de code va générer du code Java correspondant à ce que l'utilisateur va écrire en utilisant bien sûr la grammaire offerte par le langage DSL que nous avons défini. Une expression template, c'est quoi? Avant d'introduire c'est quoi une expression template en Xtend, une chose que vous devez savoir, c'est que un code généré n'est rien d'autre qu'une chaîne de caractères. D'accord? Et donc, si on veut répartir cette chaîne de caractères sur plusieurs lignes, on n'a qu'à insérer un caractère spécial qui correspond sur une ligne, bien sûr conformément au langage utilisé. Si on prend le cas de Java, donc il faut insérer un seul ligne, par exemple le caractère /n. Si par exemple on veut répartir la chaîne littérale qui correspond bien au code qu'on cherche à générer, et si on veut bien sûr la répartir sur plusieurs lignes, on n'a qu'introduire l'opérateur de concaténation, donc le signe plus par exemple en Java. Si pour des raisons de lisibilité, on veut indenter le code généré, alors les choses deviennent encore plus difficiles. Donc face à ces trois problèmes-là, Xtend propose ce qu'on appelle les expressions templates multilignes qui essayent de donner ou bien de proposer des solutions face à ces trois problèmes. Un template est défini en utilisant trois guillemets simples, donc trois guillemets simples d'ouverture et trois guillemets simples de fermeture. Entre les deux, donc on peut mettre la chaîne de caractères qui correspond au code qu'on veut générer. Aussi, à l'intérieur de ces deux délimiteurs, donc on peut insérer des guillemets doubles, des guillemets simples sans utilisation des échappements, c'est-à-dire le anti-slash. Aussi, un template peut avoir plusieurs lignes. Donc, une nouvelle ligne dans l'expression correspondra à une nouvelle ligne dans le code généré. Donc, pas besoin d'utiliser un caractère spécial pour exprimer le seul ligne. Aussi, on peut utiliser des variables, c'est-à-dire le contenu de variables, un appel aux méthodes, des expressions, etc., en les émettant entre deux guillemets. Donc, le double guillemet que vous voyez ici. Si on prend l'exemple d'une méthode qui définit un template, par exemple la méthode suivante du HTML, qui prend un paramètre appelé contenu de type chaîne de caractères. Donc cette méthode va faire quoi? Va tout simplement retourner une chaîne de caractères qui correspond à ce que vous voyez ici. Donc un document HTML dont le contenu des valises body n'est rien d'autre que la valeur de la chaîne de caractères contenue. Donc vous voyez ici qu'on l'a mis entre les deux guillemets donc pour récupérer la valeur de. Comme vous pouvez le remarquer pour cette méthode-là, l'éditeur Xtend utilise une coloration syntaxique spécifique au template. Cela vous donnera une idée sur le code généré par votre méthode. Aussi, il faut noter que les accolades sont optionnelles pour les corps des méthodes qui contiennent des templates. Les templates ne sont pas spécifiques aux méthodes qu'on utilisera pour générer du code, mais on peut les utiliser partout. Par exemple, si on prend l'exemple suivant,
Donc on peut utiliser un template au niveau d'une structure switch. Par exemple, dans ce cas-là, donc on a la méthode toClass qui prend un paramètre objet A de type A, d'accord, sachant que C et B, les deux étendent la classe A. Et puis on va faire un switch, donc un test sur le type de cette instance passée en paramètre. Donc s'il est de type B, alors on va retourner ce template-là. S'il est de type C, on va retourner ce template qui correspond à la définition d'une classe C. Sinon, on va retourner nul. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous montrer que les templates ne sont pas spécifiques aux méthodes qu'on utilisera pour la génération de code. Les commentaires sur une ligne ou bien sur plusieurs lignes, donc bien sûr que nous utilisons dans le langage externe ne sont pas pris en considération par les templates. Cependant, on peut utiliser seulement un commentaire sur une seule ligne en utilisant cette expression donc, qui correspond à 3 doubles guillemets. D'accord? Si on prend toujours cette méthode, donc qui prend body comme étant une chaîne de caractères, donc si on veut imprimer le résultat de cette méthode, donc qu'est-ce qu'on aura? On aura tout simplement ce que vous voyez en bleu. Donc ces deux lignes ils ne seront pas imprimées parce qu'ils sont considérés comme des commentaires et par conséquent ils ne sont pas pris en considération lors de l'impression ou bien voilà l'impression de ce que ce soit au niveau de l'écran ou bien dans un fichier qui constituera le code généré par la suite. Le tableau que vous voyez ici donc vous montre les raccourcis que vous pouvez utiliser pour mettre ou bien annuler une ligne en commande et aussi pour insérer le double guillemet inférieur et le double guillemet supérieur qui vous permettront d'utiliser ou bien de faire un appel à des méthodes ou bien de récupérer la valeur de certaines variables que vous voulez insérer au niveau d'un template. Les structures de contrôle sont aussi permises au niveau des templates, mais leur utilisation est un peu spéciale. Par exemple, cette méthode met en œuvre l'utilisation de la structure if-else. Donc, comme vous voyez ici, donc on fait un test. Donc ça, c'est la condition qu'on va vérifier. C'est le vrai, on va imprimer cette expression. Sinon, on va imprimer celle-là. Et puis, on introduit ici donc le if utilisé pour la structure de contrôle if. Si, le reste de ce code-là, donc on va imprimer le contenu de cette variable p qui est une instance de type paragraphe. Même chose pour l'expression for. Il est aussi disponible qu'on peut utiliser aussi au niveau des templates. Par exemple ici, for p paragraphe, c'est quoi? C'est tout simplement p comme étant une variable de type paragraphe, sachant que paragraphe est une liste composée d'éléments de type paragraphe. Alors qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de cette boucle? Donc un test, donc on vérifie si la condition est vraie, on imprime ça. Le reste, on va imprimer le texte qu'on a au niveau de la variable ou bien l'attribut texte de la variable p. Et bien sûr, on termine par le int for. L'expression for permet éventuellement de spécifier ce qu'il faut ajouter au début de la première itération, et cela en utilisant l'instruction before. Ce qu'il faut mettre entre deux itérations, et cela en introduisant donc l'instruction séparateur, et ce qu'il faut mettre à la fin de la dernière itération, et cela en utilisant donc l'instruction after. Donc la syntaxe pour utiliser le for complet avec ces trois instructions, donc toujours pp de type paragraphe, une variable de type paragraphe, before, je vais imprimer ça, donc div, la balise div. Au niveau du séparateur, c'est ce que je vais imprimer au niveau de deux variables p, c'est-à-dire, pardon, au niveau, c'est ce qu'on va imprimer donc entre deux itérations. Et puis after, je vais imprimer une balise div fermante, une balise fermante après ou bien à la fin de la dernière itération.
Après, j'ai un test à vérifier. Et voilà, à la fin, donc, je vais imprimer le texte qui correspond au P passé, bien sûr, qui est une variable de la collection bien de la liste des éléments de type paragraphe. Pour before et after, ils ne sont exécutés que s'il existe au moins une itération. Pour separator, il est exécuté s'il y a au moins deux itérations. Maintenant, on passe à l'implémentation du générateur de code avec le langage Extend. Maintenant, pour toute opération de génération de code, on a un code source ou bien un document ou bien une donnée source et un code cible pour lequel on veut générer du code. Donc pour le cas des générateurs de code qu'on va implémenter en utilisant le langage Extend, donc qu'est-ce qu'ils doivent faire? Normalement, ils doivent lire ou bien prendre en entrée le code édité par les utilisateurs qui vont utiliser notre DSL, objet bien sûr que nous avons défini, et puis le générateur de code doit générer du code Java correspondant au code édité par l'utilisateur. Si vous vous rappelez bien au niveau du chapitre qui nous a permis d'implémenter les quick fix au niveau de notre DSL, on a vu deux possibilités ou bien deux moyens pour implémenter un quick fix, soit la modification textuelle et aussi on a vu la modification du modèle. Donc la modification textuelle qui consistait à faire une modification sur le code édité par l'utilisateur, tandis que la modification du modèle consiste à faire une modification au niveau du modèle EMF qui correspond au code édité par l'utilisateur. Et donc c'est cette deuxième technique qui est utilisée par les générateurs Extend, c'est-à-dire que le code qui sera manipulé, le code d'entrée bien sûr, c'est le code qui correspond au modèle EMF qui correspond au langage ou bien au code édité par l'utilisateur. Et là, on parle de l'AST qui est l'acronyme de Abstract Syntax Tree, qui est une représentation d'un programme sous forme d'un arbre. D'accord? Donc, Xtext, parmi les packages qu'il génère automatiquement, donc c'est le package générateur, donc qui est précédé bien sûr par le nom que vous avez donné à votre langage DSL et le nom du projet. Donc au niveau de ce package, il génère automatiquement une classe, donc objet générateur, objet, donc relatif au nom de votre DSL et qui étend la classe abstract générateur. Donc cette classe normalement c'est la classe qui est responsable sur la génération du code. Et au niveau de cette classe, on a la redéfinition de la méthode toGenerate. Donc, c'est la méthode qui va se charger de générer du code correspondant au code édité par l'utilisateur. D'accord? Maintenant, on va essayer d'examiner les trois paramètres qui sont définis au niveau de la méthode toGenerate. Donc, il comprend trois paramètres. Le premier qui est de type ressource, le deuxième eFile System Access To, et le troisième qui est de type eGenerator Context. Donc, pour le premier paramètre ressource, donc c'est la ressource EMF qui contient le modèle EMF représentant le programme source. Donc, c'est le programme parsé validé et normalement qui ne doit pas avoir des erreurs avant de passer à la phase de génération de code. D'accord? Ici, on verra par la suite dans l'exemple qu'on va traiter par la suite que la génération de code va se faire automatiquement. C'est-à-dire, après la mise à jour du code édité par l'utilisateur, cette méthode, si on n'a pas d'erreur, donc elle sera générée automatiquement pour générer de nouveaux fichiers, bien sûr, qui correspondent à ce que vous avez édité. Puis, au niveau du deuxième paramètre FSA, donc c'est un paramètre qui permet de spécifier le chemin relatif de l'enregistrement du fichier généré et de son contenu. Donc, au niveau de ce paramètre, c'est là où on va spécifier le chemin d'enregistrement, le nom qu'on va donner à notre fichier ou bien à nos fichiers s'il y en a plusieurs, et bien sûr le contenu
qu'on va mettre ou bien qu'on va imprimer au niveau de ces fichiers ou bien ce fichier généré. Au niveau du troisième paramètre, le paramètre contexte, normalement ce paramètre est utilisé si notre générateur il est surtout intéressant lorsqu'il s'agit d'un générateur qui effectue de nombreuses opérations et génère beaucoup de fichiers de sortie. Donc pour le cas qu'on va traiter, donc on n'aura pas besoin de ce troisième paramètre. Si on prend le cas du générateur de code qu'on cherche à développer, ce que nous allons faire, c'est tout simplement de générer une classe Java pour chaque objet ou bien chaque entité définie au niveau de notre TSL, générer un champ pour chaque attribut, donc attribut qui est bien sûr de type attribute, et des méthodes getter et setter correspondant à ces champs-là. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de récupérer tous les éléments objets dans la variable ressource. C'est-à-dire quoi? On va essayer, dans notre cas, de récupérer tous les éléments de type objet ou bien de type entité, dépendamment de ce que vous avez donné comme nom à l'élément objet, donc au niveau de votre TSL objet. Et pour faire ceci, donc on va utiliser l'instruction suivante, res.allContents. Donc normalement, cette méthode va retourner tous les éléments qui constituent votre modèle EMF. D'accord? On va appeler la fonction ou bien la méthode toItérable qui va convertir ça à une interface ou bien un type itérable. Et puis, on va appeler la méthode filtre. Donc, filtre, il est défini au niveau de cette classe. D'accord? En passant de paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est l'ensemble des éléments EMF de notre modèle EMF. Et puis, comme deuxième paramètre, donc le type sur lequel on veut filtrer ces éléments. Et par conséquent, donc ne garder que les éléments qui sont de type entité. D'accord? Donc, pour comprendre ces méthodes ou bien l'utilisation de ces méthodes-là, je vous invite donc à analyser les différentes classes que vous avez, classes ou bien interfaces et les méthodes qu'il offre. Donc, toutes ces classes, normalement, sont définies, que ce soit au niveau des packages utilisés par défaut par Xtext ou bien ceux qu'on peut importer. Ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer de générer un fichier Java pour chaque objet en utilisant le nom de l'entité comme un nom ou bien comme nom du fichier. Donc entité.name pour récupérer le nom de l'entité. Donc c'est le nom qu'on va donner à notre fichier avec l'extension .java. Et bien sûr, on va précéder ça et on va le mettre au niveau d'un dossier qu'on va nommer objet, pardon. Et bien sûr, ce répertoire, donc il va constituer le package au niveau duquel on va définir l'ensemble des objets qu'on va rencontrer ou bien qu'on va générer. Donc si on résume, donc au niveau de la méthode toGenerate, donc on va faire une itération, donc une boucle sur tous les éléments de type entité ou bien objet récupérés à partir du modèle EMF. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va appeler la méthode GenerateFile de l'élément bien de l'objet FSA. Donc l'objet qui va se charger de créer donc les fichiers ou bien les classes Java qu'on va créer ou bien qu'on va générer. Donc cette méthode prend deux paramètres. Donc le premier, donc qui contient le chemin où on va mettre notre fichier. Donc c'est le nom donc relatif de notre fichier ou bien notre classe Java. Et le deuxième paramètre, donc ça c'est qui va correspondre au contenu du document qu'on va générer. Donc e.compile, donc compile c'est une méthode qu'on appelle. D'accord? On verra par la suite le contenu ou bien le code qu'on a défini pour créer un nouveau fichier Java ou bien une nouvelle classe Java qui correspond à un objet qu'on a détecté. Donc au niveau de la méthode compile, donc il prend en entrée un objet de type entité et voilà qu'est-ce qu'il retourne. Il retourne un template. D'accord? Donc la première ligne au niveau de ce template, c'est le nom de package. Donc package objet qu'on a utilisé. Et puis public class. Donc pour rendre ce fichier ou bien cette classe comme une classe publique.
suivi de objet.name, donc c'est le nom de l'instance courante ou bien passée en paramètre. Là, on va faire un test, on va vérifier si cet élément ou bien cette instance a un super type. À ce moment-là, donc on va insérer extends suivi du nom de la classe mère. Sinon, on ne va rien faire. Tout cela suivi de suivi de l'accolade aux ventes. Et puis, vous remarquez ici donc, une ligne en commentaire qui ne sera pas imprimée par la suite et suivie d'une boucle. Donc cette boucle, son rôle c'est de faire quoi? C'est de simplement de éditer ou bien d'imprimer les différents attributs de notre objet, de l'objet courant. Donc for attribut objet.attribute, donc attribute c'est quoi? C'est get attribute. Donc, il va retourner une liste d'éléments de type attribute. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Private, d'accord? Suivi de add.compile, appel à une autre méthode. Donc, on verra par la suite le contenu de cette nouvelle méthode. Donc, le rôle de cette méthode, c'est de récupérer quoi? C'est tout simplement de récupérer le type de l'attribut. D'accord? Suivi de quoi? Suivi du nom de l'attribut. Maintenant, pour la méthode qui va se charger de nous retourner le type de l'attribut, donc c'est la méthode suivante. Donc compile attribute add type, donc attribute.type. Donc qu'est-ce qu'il va retourner celle-là? Donc type c'est l'équivalent de getType. Si vous vous rappelez bien, au niveau de la règle grammaticale attribute, qu'est-ce que nous avons défini? Nous avons dit que attribute peut être, que le type de attribute est eType. D'accord? Cela veut dire quoi? Que ce type-là peut être un type def ou bien une entité. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, c'est au niveau de la grammaire de votre TSL. Donc, ici, au niveau de attribute, donc on a le type de cet élément, c'est quoi? Il est de type type. D'accord? Type, c'est quoi? Il est de type def ou bien entité. D'accord? Donc, maintenant, lorsqu'on va récupérer le type de l'attribut, donc on va faire un autre appel à une autre méthode qui est. Maintenant, après la récupération du type d'attribut, on n'a qu'à appeler la méthode type de string. Donc, comme vous voyez ici, cette méthode, on a défini deux méthodes dispatch pour cette méthode-là, type de string. Si le type récupéré est de type entité, donc on n'a qu'à retourner le nom directement. Sinon, c'est les deux type def. À ce moment-là, on va faire un petit contrôle. Donc, un contrôle pour le cas où l'utilisateur va utiliser string comme étant un type def pour définir les chaînes de caractères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on va rencontrer une telle déclaration? On va tout simplement la rendre de cette façon, c'est-à-dire de mettre la première lettre en majuscule. D'accord? Maintenant, nous allons voir comment notre générateur de code est intégré avec l'environnement Eclipse. Donc, je vais faire une petite simulation donc du code que je peux générer à partir de mon TSL. Donc, je vais définir donc j'ai défini deux types prédéfinis, donc int et string, d'accord, et puis je vais définir donc une classe par exemple, mais une entité que je vais nommer A, donc qui peut étendre une autre classe B. Donc à l'intérieur, je vais déclarer un attribut de type int, .int, et puis un deuxième de type chaîne de caractères. Puis je dois donc ici déclarer la deuxième entité B que je vais déclarer de cette façon. Donc vous allez remarquer, donc ça c'est le répertoire qui contient le code édité. Une fois que je vais enregistrer donc ce code,
la méthode ou bien le code de génération va se générer automatiquement pour créer donc le code Java associé à ce que j'ai écrit ici. Donc pour ce cas-là, donc on a défini deux entités A et B. Par conséquent, on va générer deux classes. Une première donc, qui correspond à la classe A et une deuxième qui correspond à la classe B. Donc j'enregistre. Et donc vous voyez la création de ce répertoire srcgen et puis à l'intérieur objet. Donc c'est le répertoire que nous avons défini comme étant le package des nouvelles classes qu'on va générer. Et puis à l'intérieur, donc on a les deux classes A et B. Donc je vais ouvrir les deux. Donc pour la classe B, donc package objet, public classe B est un constructeur par défaut, d'accord, qui ne fait rien, donc puisqu'on n'a pas d'attribut. Donc au niveau de ce générateur de code, j'ai généré donc les constructeurs aussi. Pour le cas de la classe A, donc on a la génération de la classe A qui étant la classe B, puis l'attribut add, et puis le deuxième attribut qui est de type string. Et vous voyez ici qu'elle a mis donc le S en majuscule. Après cela, donc on a la génération du constructeur, du premier constructeur par défaut, un deuxième constructeur qui prend paramètre le premier, l'initialisation pardon du premier paramètre, et le troisième constructeur qui initialise les deux paramètres ou bien les deux attributs de la classe A. Et puis la génération des getters et setters correspondant à ces deux attributs. Donc get add, puis set add, la même chose pour le deuxième, les getters et les setters du deuxième attribut. Donc aussi, on a la possibilité de paramétrer notre éditeur de texte. Donc, par exemple ici, on choisit pour notre cas donc notre TSL ou bien éditeur c'est objet, conformément au nom que nous avons donné pour notre TSL. Et donc ici au niveau du compilateur, donc output folder, donc on peut choisir par exemple le répertoire où on va générer le code Java. D'accord? Aussi on peut modifier la coloration syntaxique et donc bien sûr d'autres paramètres si vous voulez les mettre à jour. Maintenant on passe au dernier point donc, qui concerne la production d'un compilateur et bien sûr d'un générateur de code autonome, c'est-à-dire qu'on peut utiliser indépendamment de l'environnement Eclipse. Donc la première chose qu'il faut faire ici, c'est de modifier le workflow MWE. Donc on va à la partie générateur et on va ajouter donc cet attribut. Donc generate extend main throw, donc qui va générer une fonction ou bien une classe main, donc avec une méthode main. D'accord? Donc c'est au niveau du workflow. Voilà ici au niveau de générateur. Donc on va ajouter cet attribut. Donc generate extend main throw. Donc et par la suite, on va le relancer et on va trouver donc cette nouvelle classe, donc c'est main. Donc c'est la classe main avec une méthode main. Donc c'est elle qui va se charger donc pour produire ou bien créer un fichier JAR qui va nous permettre de faire notre compilation et génération de code indépendamment d'Eclipse. Donc pour faire ceci, donc la première chose, il faut donc exécuter cette classe comme étant une application Java. Donc c'est la première chose qu'il faut faire. D'accord? Et deuxième chose, donc on va aller dans File, donc Export, puis dans Java, donc on va choisir Enable jar file, donc Next,
Puis ici, donc on va choisir cette méthode, donc c'est le main défini au niveau de notre projet objet. D'accord? Et puis là, donc là, on va spécifier un chemin où on va générer notre compilateur autonome. Je vais le mettre ici, au niveau de ce répertoire, et on enregistre. Et on attend donc l'exportation de ce nouveau JAD. D'accord? Donc on a le code ici, ou bien le point JAD qui est exécuté. Maintenant, je vais lancer l'invite de commande. Voilà, maintenant on est à l'intérieur de ce répertoire qui contient le fichier ou bien le compilateur autonome. Puis j'ai ce fichier-là que je peux ouvrir pour vous montrer. Donc voilà, donc j'ai défini un petit code donc, qui correspond à notre DSL, donc type def int, entité objet 1 avec un attribut de type int. D'accord? Donc je vais l'enregistrer. Maintenant, je vais lancer donc ce générateur de code pour lire le code écrit avec notre DSL et générer le code Java correspondant. Donc la commande qu'on va utiliser, c'est java -jal. Le nom de notre point .jal, donc c'est C comme compilateur, C-obj, point .jal, et puis on va spécifier le nom de notre fichier source. Donc c'est test.obj. Donc obj, c'est l'extension que nous avons donnée au fichier de notre DSL. Et puis on clique. Donc on a un message qui nous informe que la génération du code est finie. Et voilà, vous voyez ici donc la création du répertoire slcgen. Donc c'est le répertoire que nous avons spécifié au niveau d'Eclipse. Puis le répertoire objet qui correspond au package objet et à l'intérieur, donc on a la classe créée. Donc objet, on va ouvrir bloc-notes. Donc c'est package objet, classe objet 1, private, etc. Donc les constructeurs, puis les getter et setter de l'attribut at. D'accord? Autre chose, c'est que ce compilateur, ou bien ce générateur de code, contient en plus du générateur de code un compilateur. C'est-à-dire, si je vais essayer maintenant de modifier mon code, et par exemple de commettre une erreur. D'accord? Donc là, on ne va pas générer de code. Maintenant, je vais supprimer ce répertoire. Je vais relancer donc la compilation puis la génération de code. Voilà. Donc missing end of at entité E. Donc il n'a pas pu comprendre le mot-clé que j'ai utilisé ici, entité avec E. Donc ce que ce compilateur non fait, donc il compile avant de générer le code. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a pour cette dernière partie de ce chapitre. Donc la création, bien la production d'un compilateur autonome. Et voilà, donc on va faire un petit résumé de ce que nous avons vu. Donc on a vu que les générateurs de code écrits par Extend et surtout l'utilisation des templates donc facilite l'implémentation de ces générateurs de code. Aussi que la génération de code se fait donc d'une façon automatique à chaque mise à jour du fichier édité par l'utilisateur. On a vu donc la possibilité donc de l'intégration automatique du générateur de code
dans l'environnement Eclipse, il y a aussi la possibilité de produire un générateur de code autonome, c'est-à-dire qu'on peut utiliser indépendamment de la plateforme Eclipse.